À 2 pas de la place d'Enfer Rochereau à Paris, d'étranges allées et venues devant le siège de la délégation officielle de la Corée du Nord. Ce n'est pas une ambassade, juste une représentation, car la France n'a pas de relations diplomatiques avec ce pays qu'elle n'a jamais reconnu. Triés sur le volet, des invités viennent célébrer ce jour-là le 64e anniversaire de la nation nord-coréenne. Notre caméra n'est pas la bienvenue. Je vous demande de ne pas filmer. Si vous continuez, si vous insistez, la délégation peut appeler la police. Mais pourquoi? Mais on filme de l'extérieur. Je peux avoir votre carte, s'il vous plaît. 진영아! 사진기 좀 가져가, 사진기. 사진기! Si les gardiens de la délégation veulent nous ficher, c'est parce qu'ils sont particulièrement nerveux depuis que leur pays a subi l'opprobre du monde entier, 2 semaines plus tôt. Le 3 septembre dernier, à 9000 km de là, Pyongyang, la capitale de Corée du Nord, vient de créer la stupéfaction. Ce pays de 25 millions d'habitants, l'un des plus pauvres du monde, a annoncé le 6e essai nucléaire de son histoire, le plus puissant de tous, 16 fois Hiroshima. Un événement salué par la speakerine officielle de la télévision nationale. Depuis 46 ans, elle annonce les bonnes nouvelles du régime. Le test d'une bombe H pouvant équiper un missile intercontinental a réussi. Ce 3 septembre à midi, les scientifiques de la République populaire de Corée ont réalisé un test souterrain dans le nord du pays. L'homme qui inquiète le monde entier s'appelle Kim Jong-un. Paranoïaque imprévisible ou stratège de génie, celui qui dirige d'une main de fer l'une des dernières dictatures communistes de la planète semble insaisissable. Comme avant lui son père, Kim Jong-il, et son grand-père, Kim Il-sung, fondateur du pays, il suscite autant de peur à l'étranger qu'une ostensible adoration dans son pays. Christian Raverdel est l'un des rares Français à avoir pu l'approcher. Voilà, c'est un trophée gagné à Pyongyang lors d'une série de concerts que j'ai donné en 2009. Violoniste, il s'est rendu 5 fois en Corée du Nord pour des concerts de musique classique. Il en a rapporté des souvenirs très couleur locale. On m'a remis ce pins qui est le pins un peu collector le 15 avril, le jour de la fête nationale. Le grand-père et le père décédé, toujours vénérés par la propagande. Vous l'avez porté déjà? Non, je ne l'ai pas porté, non. Moi, j'y vais comme artiste, violoniste, pour donner des concerts, mais en aucun cas, bien sûr, on veut se faire récupérer par le régime. Il y a 5 ans, Christian Raverdel a eu le privilège d'assister à cette cérémonie, le premier discours de Kim Jong-un. Il était à une dizaine de mètres de lui, en contrebas. Il faisait un temps magnifique, il faisait très très beau ce jour-là, je me souviens. Tout est en place, le défilé est en place, et puis rien ne se passe. Silence de cathédrale. Pendant 3 minutes, 4 minutes, enfin, c'est une éternité, personne ne parlait. Et au bout de 3-4 minutes, Kim Jong-un arrive en tribune présidentielle. Et là, une clameur envahit la ville, enfin, les gens hurlent son nom, toute la ville s'embrase. C'est la première fois que le peuple entend sa voix. Kim annonce la couleur, priorité au programme nucléaire. La puissance militaire n'est plus le monopole des impérialistes. L'époque où nos ennemis pouvaient nous menacer avec l'arme nucléaire est révolue. Pour preuve de ces dires, dans les artères staliniennes de Pyongyang, défilent blindés, lance-roquettes, artillerie lourde. Symbole de la force du pays, le pouvoir exhibe des dizaines de missiles intercontinentaux capables de transporter des charges nucléaires et d'atteindre ses voisins japonais et sud-coréens. Kim Jong-un jubile. À seulement 29 ans, il est à la tête de la 4e armée du monde, avec plus d'1 million d'hommes et de femmes sous les drapeaux.
j'étais frappé de la manière dont ça l'amusait. Enfin, on a l'impression qu'il était très amusé par ça, un peu comme un grand enfant, et ça m'a même assez frappé, on va dire. Donc il s'amusait, il avait sa paire de jumelles, il regardait les avions, les MiG soviétiques, comme un gosse. Un gosse qui rêve depuis toujours de mettre la main sur la Corée du Sud, séparée du Nord depuis 1953, au début de la guerre froide. Pourtant, le destin de Kim Jong-un n'était pas tracé d'avance. Pour devenir le chef suprême, il a dû d'abord s'imposer dans sa propre famille. Kim Jong-un n'est que le 3e fils de son père. Il a 2 frères aînés qui, dans la culture coréenne, ont priorité dans la succession. Il y a d'abord Jong-nam, son demi-frère qui a 12 ans de plus que lui, et Jong-chol, 2 ans de plus. Le petit dernier n'aurait jamais dû prendre les rênes, mais l'histoire va en décider autrement. À 13 ans, comme ses frères, il est envoyé en Suisse pour étudier à la prestigieuse école internationale de Berne. Il y est inscrit sous un faux nom, Pak Un. Officiellement, c'est le fils de monsieur et madame Pak, un couple de diplomates qui vient d'être nommé à l'ambassade de Corée. Ses soi-disant parents sont en réalité son oncle et sa tante maternelle. Il n'existe que 2 photos de monsieur et madame Pak qui ne montrent pas leur visage. Ils vivent aujourd'hui à New York, protégés par la CIA. 2 ans après leur arrivée en Suisse, ils ont décidé de vivre le rêve américain. Ils ont abandonné Kim Jong-un et demandé l'asile politique aux États-Unis. Un coup de poignard pour l'adolescent de 15 ans, qui, comme la suite de l'histoire va le démontrer, ne fera plus jamais confiance à sa famille. Il reste en Suisse jusqu'à ses 17 ans. C'est un élève moyen, mais il excelle sur les terrains de basket. Selon l'un de ses camarades de classe, il voulait absolument gagner. C'était un type tranquille, mais sur le terrain, il avait un autre visage. Il devenait tout rouge et s'énervait facilement. Son copain lui a souvent rendu visite chez lui, tout près de l'ambassade. Un jour, il a été choqué par sa brutalité envers une domestique. Ce jour-là, il lui a demandé des spaghettis. Elle les a fait avec des œufs sur le plat. Moi, j'ai trouvé ça excellent, mais il n'a pas aimé et il l'a quasiment insulté. De retour en Corée, il suit une formation militaire pendant 5 ans. C'est à cette époque qu'il gagne son statut d'héritier. Pendant plus de 10 ans, le maître sushi japonais Kenji Fujimoto a travaillé en Corée du Nord au service du père. Il a très vite compris lequel de ses 3 fils était le préféré. Kim Jong-un était brillant. Il a l'ADN de son père. Un jour, dans leur train privé, tous les 2 ont parlé pendant 5 heures d'affilée, jusqu'au matin. Et il n'a pas du tout la même mentalité que ses frères. En 2010, son père l'adoube. Il le nomme maréchal et membre du comité central. Son second fils n'a pas assez de poigne à ses yeux et reste à l'écart. Quant au premier, Jong-nam, il est tombé dans l'estime de son père depuis qu'il dilapide la fortune familiale dans les casinos chinois de Macao. Un an plus tard, l'heure a sonné pour le jeune héritier. Dans les rues de la capitale, des dizaines de milliers de Nord-Coréens pleurent son père, décédé d'une crise cardiaque à 69 ans. Kim Jong-un est le seul des 3 fils à conduire le convoi funéraire. Retransmise en direct à la télévision, la cérémonie l'intronise héritier de la dynastie des Kim. Le père avait fait peur au monde entier en procédant à 2 essais nucléaires. L'Occident compte maintenant sur son fils, qui lui a été éduqué en Suisse,
pour réchauffer les relations avec le reste du monde. De fait, le style de Kim Jong-un va radicalement changer de celui de son père. Très vite, le nouveau leader s'attelle à redorer l'image de son pays à l'étranger. Pour ses 31 ans, il s'affiche avec sa jeune épouse, une majorette nord-coréenne rencontrée lors d'un spectacle. Et pour l'occasion, il a fait venir à Pyongyang des basketteurs américains, parmi lesquels l'ancien champion de la NBA, Dennis Rodman, qui en fait des tonnes dans le style ambassadeur de la paix. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Marshall. Happy birthday to you. La diplomatie du basket s'accompagne pour Kim Jong-un d'un second objectif, le développement économique du pays. Selon les rares occidentaux qui ont pu visiter la Corée du Nord, les conditions de vie s'améliorent. Le nombre de voitures augmente, les gens sont mieux habillés. La famine qui avait frappé le pays à la fin des années 90 est bien révolue. Kim Jong-un en fait un argument pour sa propagande. Des quartiers entiers sortent de terre et les témoignages d'amour de la population sont servis à profusion aux médias étrangers. Comme celui de ce couple d'enseignants et de leurs enfants qui ont reçu un appartement flambant neuf des mains du grand leader en personne. Je suis encore ému en vous en parlant. On a reçu la visite de notre maréchal Kim Jong-un le 4 septembre 2012. Et il a visité chaque pièce, jusqu'à la salle de bain. Il a alors ouvert le robinet devant nous et l'eau coulait bien. Il était donc très satisfait. Je lui ai moi-même demandé, « Cher leader, pourquoi une famille comme la nôtre a-t-elle le droit d'habiter dans un appartement aussi luxueux ?» Le maréchal m'a alors répondu, « Dans notre société, les enseignants sont les gens qui ont le droit au plus grand respect, ainsi que leur famille. » Mais derrière l'image d'un chef paternaliste et bienveillant, s'esquisse un autre visage. Celui d'un dictateur implacable, prêt à tout pour conforter son pouvoir. Ce méprisable déchet humain, pire qu'un chien, s'est rendu coupable de trahison. Il a bafoué la confiance et l'amour que lui portait le parti et son chef. En décembre 2013, la télévision annonce l'arrestation en plein bureau politique du numéro 2 du régime, Jang Song-taek, accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Une affaire de famille, car cet apparatchik de 67 ans est aussi l'oncle de Kim Jong-un et son mentor depuis son retour de Suisse. 3 jours après son arrestation, Song-taek est jugé et exécuté. Parmi les nombreux crimes dont il est accusé figure celui d'avoir été soigné à l'étranger aux frais du parti. Plus précisément à Paris, à l'hôpital Cochin, par le professeur Bernard Debré. Chirurgien réputé dans le monde entier, Bernard Debré l'a opéré en 2006. Puis il l'a revu au cours d'un voyage en Corée du Nord, où il est allé soigner la population et apporter du matériel médical. C'était en 2010 à Pyongyang. Je suis pas sûr qu'ils soient tous médecins, parce que lui, je suis pas sûr. Je crois que c'était plutôt un des surveillants. Ah oui, il y avait beaucoup de surveillants qui vous accompagnaient tout le temps. Ah oui. Alors, voilà l'oncle, il est ici. Et nous étions dans ce restaurant magnifique. Il y avait aussi bien du foie gras que des plats locaux. Enfin, c'était des vins les plus fins qu'on puisse imaginer. Mais enfin, c'était un peu gênant, parce que quand on sait que c'est pas réservé à tout le monde, c'est réservé à l'élite. L'oncle de Kim Jong-un profite du dîner pour faire passer un message politique à Bernard Debré, qui est aussi député et ancien ministre. Il lui glisse une confidence qui donne peut-être une explication à la purge dont il sera victime 4 ans plus tard.
C'est là qu'il m'a dit, vous savez, il serait bien que la France reconnaisse la Corée du Nord, parce que nous allons nous ouvrir et nous allons avoir une politique d'ouverture au monde. Nous avons des travailleurs qui coûtent beaucoup moins cher qu'ailleurs, évidemment. Et donc nous serions d'accord pour recevoir des entreprises qui proviendraient du monde entier, en particulier de l'Europe et de la France. Et là, ces entreprises auraient toutes les facilités du monde. Un projet au parfum capitaliste qui sera fatal à tous ses proches. Tous ceux qui étaient autour de son oncle ont disparu. Moi, mes amis, entre guillemets, qui étaient à côté de l'oncle, ont disparu. Les liens du sang font décidément peur à Kim Jong-un. Cela fait des années que son demi-frère Jong-nam s'obstine lui aussi à le tourmenter. Exilé en Chine, l'héritier déchu plaide pour des réformes en Corée du Nord. Mais plus pour longtemps. Le 13 février 2017, à l'aéroport de Kuala Lumpur, Kim Jong-nam s'apprête à rentrer en Chine après un séjour d'une semaine en Malaisie. Il voyage sous une fausse identité car depuis 2006, il a échappé à 2 assassinats. Filmés par les caméras de surveillance, 2 femmes vont se jeter sur lui l'une après l'autre et frotter son visage avec une lingette. Puis elles s'enfuient chacune de leur côté. Kim Jong-nam signale l'incident aux policiers. Son visage est engourdi, il a du mal à parler et doit mimer son agression. Il se plaint de maux de tête et peine à marcher jusqu'à l'infirmerie. Quelques minutes plus tard, il est mis sur un brancard et décédera dans l'ambulance qui le conduit à l'hôpital. Selon la police malaisienne, le demi-frère de Kim Jong-un a été empoisonné au VX, un puissant agent neurotoxique. Arrêtées, les 2 assaillantes, une vietnamienne et une indonésienne, affirment qu'elles croyaient participer à une caméra cachée et réfutent tout lien avec le régime de Pyongyang. Mais pour beaucoup d'observateurs, c'est bien la Corée du Nord qui a commandité l'opération. Jusqu'où ira Kim Jong-un? Après ses derniers essais nucléaires et balistiques, il serait aujourd'hui en mesure de lancer un missile équipé d'une bombe H sur la Corée du Sud, le Japon et même peut-être les États-Unis. Mais les menaces du dictateur sont-elles réelles ou juste destinées à dissuader l'Amérique de le renverser? Chercheur en relations internationales, Antoine Bondaz s'est rendu en Corée du Nord il y a 3 ans pour rencontrer des hauts dignitaires du régime. Pour lui, Kim Jong-un n'attaquera jamais le premier. Kim Jong-un, c'est une analyse personnelle, et tout sauf un dirigeant atteint de folie. Il est hautement pragmatique. Oui. La Corée du Nord n'a aucun intérêt à initier, à lancer un conflit vis-à-vis des États-Unis aujourd'hui pour une raison simple, c'est qu'une guerre dans la péninsule coréenne entraînerait très certainement un effondrement du régime. Donc tout ça n'est que du bluff? Alors, il y a toujours un risque d'incident, par exemple un essai balistique qui, entre guillemets, raterait et dont les débris pourraient tomber notamment sur le Japon. Un incident pourrait, par exemple, être un essai nucléaire qui provoque une fuite de matériel radioactif. L'ensemble de ces incidents risquerait de mener à un conflit. L'homme missile s'est lancé dans une mission suicide pour lui et son régime. Rocketman, malade mental, gangster, criminel. Entre l'impulsif Donald Trump et l'imprévisible Kim Jong-un, les amabilités se multiplient. Une surenchère qui fait la joie du maître de Pyongyang, plus que jamais conforté dans son rôle de défenseur de la nation.